much are you frightened by climate change? 5. We are frightened because the problem is when we first discovered the climate changes, they say the changes would occur in 50 years. Okay? 5 years from that discoveries, we are noticing that the 50 years is now 10 years. Or for the 10 years are now 5 years. If we don't do something in the next 20, 30 years, 40 years, I don't know, we will continue planting vineyards. Un partage de connexion, Philippe? Ça va? Il est sur le câble. Ça marche. T'as le câble qui est bien branché. We had some people, some big politicians in the recent past, without making any names, that are still putting it like whether we believe or not into climate change. This is not a good way to put the question, in my opinion, because for me it is a fact, scientific fact. Face à l'urgence climatique, nous sommes tous concernés. En tant que jeunes ingénieurs agronomes, nous mesurons l'ampleur des défis que nous devons relever. Nous sommes partis, pendant 5 mois, sur le pourtour méditerranéen à la rencontre de vignerons et vigneronnes, impactés chaque année par des phénomènes climatiques de plus en plus violents et imprévisibles. En échangeant avec une 60aine d'entre eux, en Espagne, au Portugal, en Italie et en Grèce, nous voulions comprendre l'impact de ces dérèglements sur leur métier et sur leur vie. Au fil de ces rencontres, nous avons découvert leurs moyens d'adaptation, mais nous avons surtout changé notre perception de la vie, de notre écosystème et de nos ressources. A giugno pioveva un po', a luglio poteva fare delle piogge che erano buone, molto buone. Adesso a luglio o non piove o fai disastri, o non piove proprio, come adesso non ha piovuto proprio, ormai siamo alla fine di luglio, zero acqua, oppure arrivano i fenomeni violenti, come sta succedendo in Nord Italia. I think the first and the most important one is the extreme conditions that we are having. For instance, the hailstorm that we have
this week. It never happened in here, in this estate. Never. We don't have any registry. Last year, it happened something really strange in the vineyards that someone's correlated with the climatic changes that it's happening too in Australia. That is the berry shrivel. The berry just disappear almost, and disappear because the plant is taking the water and the compounds of the berry itself. In 1 week, the Touriga Franca just disappeared. In 1 week. We have short periods of time that the temperatures go really very high, maybe 35 degrees more or less, and it starts moving the wind from inland Spain that is very dry, because it comes from the meseta, that is really very dry, and then those conditions may suffer about the vineyards, and then this is the most risky. And we have seen that these small periods of high temperatures and dry conditions, they are more often every year. Okay, we have maybe in the last 5 or 6 years, we have had in average 2 or 3 periods, and 20 years ago it was just 1 or something like this. Et on a chaque année, il y a des grêles. Ça fait maintenant 5 années qu'on a chaque année vers juin, on attend une grêle, et après on peut avoir plusieurs. Et tu vois, en Grèce, je ne sais pas si vous connaissez l'île de Kefalonia. Kefalonia, là, cette année, ils ont des grêles en avril, mais il y avait de feuilles, donc ils ont perdu de parcelles. Je connais c'est mon préféré, mon œnologue préféré là-bas, qui fait le vin, il s'appelle Sklavos. Lui, il ne va pas faire d'appellation de Rebola cette année parce qu'il a tout perdu. I thought that major changes, like for example, to anticipate the harvest of 10-15 days would happen in a much longer period of time. Instead, also my personal experience, which is 16 years, it's completely different now compared to what it was when I started to work. So this is scary, in my opinion. The other thing is that there's a crazy number of hyper-violent weather events which didn't happen before. Like we had a flood in last November. I'm 43 years old. I've never seen such a heavy rain in my whole life, like by far. And maybe we had between 300 and 400 millimeters of rain in 24 hours. I mean, we had big damage in the winery, and that is another thing. Then, for example, we had for 3 times in the last 6-7 years, I would say, we had frost damage. And nobody ever think it would have been possible in Calabria to have such a problem, to have a temperature that goes close to 0 or below in the month of April. When I was a kid, we used to go to the beach already. When I was in school, at high school, for example, we would skip school and go to the beach in April. And, you know, frost, You know, there are people who are 60, 70 years old, never had to deal with it. The first time it happened here, we thought maybe it was a mistake because it was by the 25th of April, and the shoots were really down like this, that. And we thought maybe one of the workers made a wrong mix of products in the pumps when he went to spray. We didn't know. Then I saw on the TV it was happening at the same time in Burgundy, for example, and I said, well, it's exactly the same thing. We didn't even know what it was like to have frost in the vines. That's another thing. So big changes in a very short period of time. In Portugal, 2017 was probably maybe the wake-up call year, because we had a very long, very long and dry summer. To give you an idea, we had massive fires everywhere. It was probably the worst year in the last 20 years. The last day of summer was the 25th of November. We had 25 degrees.
supera 35 gradi poi la pianta non funziona, è come noi, temperatura nostra 36-37, no? Se va su noi abbiamo la febbre, se la temperatura supera i 38-39 gradi la pianta ha la febbre, non lavora. The worst is the water. You know, I'm very worried with drought. If you don't have water, maybe the drought is coming. You know, this is the problem. Ma se per 2 inverni non piove, come è capitato a Sud Italia, è capitato negli anni, che per 2 anni, anche l'inverno, niente acqua. È come a te che ti alleni a bere, no, che devi affrontare nel deserto. Sì, resisti 2 giorni, 3 giorni, però a un certo punto se non bevi sei morto. È uguale qui. We had a heat wave for 3 days, so temperatures here were for 3 consecutive days above 45 degrees, so between 45 and 48. And at 45, the plant shuts down. There's no photosynthesis, okay? The plant shuts down. Doesn't mean if you water the plant, it just shuts down and it's like, I'm gonna cover myself, you know, until the apocalypse passes on. Stressful conditions for too long, the plant just dies. And a lot of vineyards lost plants because they simply die. It's gonna stress the vineyards in the summer. When there's no irrigation, there's no water. You have to think that here is dry farming. There's no irrigation, yeah. Why don't you put irrigation? Because we have no water. Technology or research, new knowledges can help you in a short term. Long term, the whole situation needs to change. Like our generation will need to pay for a better future for the others. But yeah, we need to do something globally. We need to find a global answer to that, definitely. There's a strong impact. I read somewhere some time ago that all the laboratories in the world, if they worked all together to test only the new chemicals that are produced every year, that are concepted every year, they wouldn't be enough. Just to think, you know, a lot of chemicals we put in the environment, we don't even know what the consequence will be. This is how crazy we've got those days. This is why, to me, it's important that all of us singularly do something to reduce, to calm down the situation. L'uva solo l'uva, mele solo mele, grano solo grano. No, si deve coltivare con questa ottica, cioè un equilibrio tra esseri viventi, non solo un essere vivente. Non è possibile coltivare solo uno, capito? Alla lunga vai verso la morte. Dans les Pouilles, au sud de l'Italie, Valentino est le premier à nous avoir fait réfléchir sur la manière dont nous cultivons la vigne. Ingénieur agronome de formation et aujourd'hui viticulteur, il s'est émancipé des modèles conventionnels en s'inspirant de l'agriculture synergique, basée sur l'interaction équilibrée entre les différents êtres vivants. Il modo migliore per affrontare i cambiamenti climatici è quello di creare sistemi complessi, un equilibrio sinergico, cioè io aiuto te,
tu aiuti lui aiuta me, ci aiutiamo. I sistemi complessi, e tu guarda sul terreno, non vedi un solo essere vivente, ok? Molto spesso tu guardi il terreno e vedi solo l'uva, solo la vite, la pianta della vite, no? Oppure se uno coltiva mele, solo l'albero del melo, tutto il resto distrutto. Quello è un sistema semplice. Un sistema complesso è quando sul terreno c'è tanti esseri viventi, ok? Allora qui c'è la vite, ma insieme ci sono un sacco di erbe diverse, tanta biodiversità. E il bosco è la natura che funziona così, ha sempre funzionato così. Esta cubierta es muy importante en Andalucía porque es como si la tierra tuviera un sombrero. Entre medio ponemos el entrecepas y entre medio del entrecepas azada y no se recalienta. Es una parte de que está totalmente vivo el suelo. Y con la humedad que hay aquí, muchas veces por la mañana está todo mojado, aunque sea agosto, me explico, porque hay esa frialdad. Entonces es como un refresco, hay costante. Lasciare inerbito, lasciare comunque erba in mezzo ai filari, non lavorare il suolo e usare la pacciamatura intorno alle piante. Cioè tenere pulito tramite la pacciamatura, che può essere paglia, lana di pecora, si possono utilizzare diverse soluzioni. Ne stanno circa 100 piante diverse, hai tanta biodiversità. Questa biodiversità ti fa un campo verde. A maggio si trincia e sul terreno rimane tanta biomassa, vedi tutta questa biomassa? Il terreno non viene arato, rimane solo tutta questa massa, biomassa, viene trinciata e rimane qui, ok? Questa poi si decompone come nel bosco, forma l'humus. L'humus è idrosolubile, quando piove scende nel terreno, ma deve scendere solo ciò che si trasforma. Finché non si trasforma, cioè finché è sostanza organica, deve rimanere sul terreno. È sbagliato fare il sovescio. Il sovescio, io sono agronomo, vado a scuola, ci insegnano che dobbiamo fare il sovescio, sbagliato. Se tu fai queste non ari, no aratura, nel terreno, vedi che cosa si forma? Adesso ti faccio vedere. Allora, vedi il terreno, c'è tutta questa porosità, buchi, ok, che sono lombrichi, collembole, tanta vita. Vedi, tu apri la zolla e vedi le caverne, i buchi. Ok? Questa è l'aratura vera di madre natura. Questa è l'aratura vera, perché se ari tu con l'aratro, distruggi tutta questa vita. Non ti parlo di diservi, poi se usi diservi ancora peggio. Allora questa vita si preserva, vedi che è tutto forato. Tu apri poi senti anche il naso. Hai capito? Humus, bravo. Senti il naso. Nei terreni che si ara, distruggi tutto, muore tutto e non hai questo naso. Muore tutto. Allora, per far fronte ai cambiamenti climatici, tu devi avere tanto humus, assai, tanto, che si forma così. Sur les terres arides de Valence, à l'est de l'Espagne, où la famille de Miguel a toujours cultivé la vigne. Désireux de retrouver le lien à ses terres familiales, il a décidé de reprendre le domaine avec sa sœur, malgré la difficulté de la tâche. Pharmacien et œnologue, il soigne les corps et les esprits en prônant une viticulture humble, reconnectée à l'humain et à sa spiritualité. We try to follow one rule: is everything that is created by the nature, we have to return it, and that's why this is orujo. Okay, this is the rest of the fermentation. Okay, you see the skins and so on, and the seeds, and this is mainly carbon. Okay, then what we do is when
when we have the organic mature during the winters here, we mix this compost with the other one, and we introduce into the fields. And it's quite good. Ah, mais il y a des vignes. It has rained a lot. Yeah, this is an old vineyard. The mustard well, what we do is just to crush, and we plow and we introduce this mustard and so all this vegetation. And well, this year it has been fantastic, really, because you can see, the plants they are, wow, fantastic. But for the environment, I mean, for everything, for the biodiversity. If you don't use chemical products, you have your own balance, in your environment. We'll try always the natural ecological way, because it's our way of thinking, and we try to respect the cycle of the nature in the way that we can. Here we have another shelters of, you see? Bats? Ah, yeah. No, little birds. Birds? Yeah. Joao est profondément attaché à sa terre et sensible à la nature qui l'entoure. Cette vision transmise par son grand-père lui permet de concilier la gestion d'une vaste surface de vignes, d'oliviers, de chênes, tout en préservant son environnement. Curieux, il cherche sans cesse à expérimenter de nouvelles manières d'améliorer les liens entre nature et culture. La réserve naturelle qui entoure le domaine dont il s'occupe est un bel exemple de coexistence entre culture productive et espaces sauvages préservés. 4 or 5 lines, we just keep it one because we wanted to have shelter for the insects, auxiliary insects. It's very important that issue also. In the center of the vineyard, lines of indigenous plants that attract, that we know the cycle of floration, and we know that that kind of plants attract auxiliary insects. They are very good for to maintain the balance of the plagues. Another thing, we have a little bit a net of different kinds of shelters for bats and for little birds. They are very important for us. We know that kind of species maintain the balance in the plagues, in the insect plagues. So we are trying to understand what they are eating and how he can help us, okay, in the vineyard. Au-delà de la diversité des espèces animales et végétales dans l'écosystème viticole, il est aussi important de travailler sur la diversité du végétal que nous cultivons, la vigne. Après des décennies d'uniformisation des cépages cultivés, les vignerons se mettent à redécouvrir l'extraordinaire diversité génétique variétale et à se servir des différentes aptitudes et caractéristiques des cépages pour réinventer une viticulture adaptée à son climat. Avec plus de 250 cépages locaux, le vignoble portugais l'a bien compris. Cette richesse est un des premiers leviers pour s'adapter face à la hausse des températures et à l'avancée du cycle de la vigne. We understand and we know that the indigenous varieties have genetically more adapted for our conditions. So that is the issue. That is the point. No? We wanted to have resistant varieties. We wanted to have vineyard healthy without and balance, without necessity to many inputs and work organically. Propriétaire d'un des plus grands domaines de Calabre,
Paolo nous a marqués par son engagement dans la transition écologique et sa volonté d'agir collectivement. Persuadé qu'il faut rapidement minimiser notre impact et retrouver une plus grande diversité génétique des variétés cultivées, il s'investit dans une recherche ambitieuse sur son vignoble et partage largement ses résultats afin de porter toute son appellation dans cette direction. That's our collection of native varieties. We collected whatever we found all over the region for 3 years, starting from year 2000, ending the project in 2003. And yeah, we collected 200 different varieties all over the Calabrian territory. Here is where we keep all of the biological material. No, of 10 repetitions for every single variety. Like 10 is the basic for those who are, you know, not interesting from an enological point of view, but we want to make sure that they survive, you know, that we have them. So you see, you enter there and you walk till you get to the center. So there's a map of the vines, there are signs and everything. Unfortunately, it's too early because if you came here like middle September, you would see all of the differences. But we still keep on doing some analysis here, like weight of the shoots, weight of the bunch, size of the berries, weight of the berries. We keep on doing that to keep track of, you know, that actually some of them are biotypes, one of the other, but there are something like a little above 70 unique groups, so single varieties. So it's a huge platform to work with. I don't think that there's any other region in Italy or not many in Europe, such a small area with so many different varieties. And it's also part of our tradition because in all times, I mean, in Calabria there was the belief that the more you were blending different things, and the better the wine would have been. Aquí es la parcela, si entramos y si tenemos un poco más de tiempo, donde están los venados. Hay cuestiones personales y familiares que nos involucran en esto. Entonces, las recordaciones que tenía de mi abuelo trabajando en el campo y su forma de subsistencia y de agricultura que respetaba y que entendía y que sabía interpretar lo que estaba aconteciendo en la agricultura, es muy importante de no perder. La tecnología es muy importante en la agricultura, pero cuidado, hay que continuar observando y sintiendo lo que se está pasando. Tiene que haber aquí una mezcla y un respeto muy grande entre estas formas de trabajar, mas no podemos nos desconectar del ambiente, de ir al campo. Amavo già da piccolino il vino, ma non bere vino, il mondo del vino. Lo trovavo quasi magico, no? Poi il vino effettivamente è molto bello perché il vino è geografia, è storia, è religione, c'è tanto intorno al vino. E questa cosa mi affascinava già da quando ero piccolino. Quindi io volevo assolutamente produrre vino, quello era il mio desiderio, sì. Lavorare con la terra ti impone dei tempi, dei ritmi che sono quelli di madre natura. Non puoi avere lo stress o la fretta, devi per forza aspettare, comanda madre natura e quindi devi aspettare. E fa bene a noi, perché tutto diventa più calmo, meno stress, più calmo. Quindi è anche un bel lavoro. È vero che è difficile, è duro, perché il clima ci complica tutto, i prezzi spesso sono molto bassi, richiede tanti sacrifici, questo quindi è il lato più duro, questo è vero. Però, come hai detto tu, è anche molto importante, senza agricoltura non andiamo da nessuna parte, certo. In my opinion, the agriculture right now is not well estimated. I mean, the society prefers to educate people for the industry and for different things.
De hecho, un poquito más. Attentifs à leur environnement, certains producteurs nous ont présenté des pistes de réflexion pour adapter leur culture au climat changeant. Ils mobilisent intelligemment la richesse des ressources qui les entourent en optimisant les aptitudes de chacun des éléments de leur écosystème. L'équilibre des différents piliers est clé, à commencer par celui de la vigne. The vegetation here is in bush, no? And it's the best way. The new plantation that we are doing right now, they are in this way. We are returning to this way. It's true that you cannot harvest with machine and so on, but at the end you have to think that this is like a ball. The vegetation and all the leaves are here, and the bunches they stay here, okay, protected by these leaves. And that's the way that it works very well here. Because at the end, our enemy here is the sun, and our friend is the water. And then you have to keep the humidity that it comes every morning. That's the traditional training system we have here, like 3 main branches. It's perfect for this area. First of all, the balance of the plant is perfect because instead of a spurred cardon where the position of the spurs is in different areas of the cardon, which makes a huge difference in terms of balance, this is perfect because every branch has got just 1 spur and 2 shoots. So the balance is perfect. Then the bunches are disposed on a circular surface, and the sunlight and the air can pass easier through it. And over this, there's the fact that the shoots tend to produce less wood, which means less leaves, less usage of water. So it's sort of a perfect training. Well, of course, it's less mechanizable, but you can try to find some variation on the alberello, try to put the branches on the same line, for example, to increase the number of operations you can do by machine, but it's definitely the best way here to train a vine. Quest'uva se così è protetta. Se la metti al sole brucia tutto. Ok? Qua questa settimana 42, 43, 44 gradi centigradi. Sentiamo. Se ti metti al sole ti metti al sole tutto un giorno bruciato. Ok? Ti devi proteggere. E con questo... Con questo sistema, con questa potatura, vedi l'uva è protetta. 90% of making wine is making sure that you have a good grape. If you don't have a good grape, you'll never have a good wine. So I prefer to control everything from the start of the year until the wine is made. Before planting everything, we take a good look of what the word terroir means, okay? Climate, soils, varieties, and human part, okay? So this needs to be something that is very intrinsic into building a property or to plant anything in your property. Because we can enjoy a variety, any variety, we can like it a lot, we can really like that type of wine, but probably that variety is not good for the property or the place in the country or the place in the world that we are located. And we need to make sure that whatever we do, everything that we plant will endure those conditions. And also we need to think a little bit ahead. We know that the climate in our region is like this, but what's the forecasts for the next 10, 20, 40 or 50 years? Because this is a type of plantation that you can have for 40 or 50 years. We are not going to plant something now
that in 10 years will be obsolete, okay? We need to make sure that we think ahead. Well, the rootstock is something that you choose like you choose the variety. You need to know what type of soil you have there. This is a very chalky soil, a very limestone soil, because each rootstock, it gets according to each type of soil and the climate and the conditions that you have. So it's almost as an important choice as the variety that you have there. Because that's the basis of the plant, it's the root system. And if you select a rootstock that does not endure the water stress, and you go plant that plant in a place that you have no water at all, that plant will not produce good quality wines, or you will not be able to have it for a long, long time. So you need to match things, one thing with the other, the variety and the rootstock. Vedi che è più chiaro? Questo qua ha sofferto la sete già da 20 giorni che soffre la sete. Poi si è rotto pure la pompa, per cui non potevamo dare acqua. Però c'è il metodo di prima, cioè adesso quando piantano i vigneti di solito piantano con la barbatella già innestata, ti danno la parte di sopra e la parte di sopra, no? Tu pianti e dopo viene sulla vigna. Se tu invece prima pianti il selvatico, il portainnesto va più profondo, lui fa delle radici forti, quindi pensa a quello che viene sotto, no? Poi l'anno dopo, 2 anni dopo, a seconda, qua è l'anno dopo, se stiamo, che ne so, nella Champagne ci vogliono 3-4 anni per fare l'innesto. L'anno dopo, quando fai l'innesto, la gemma che tu vai a innestare sotto trova già il motore grosso, trova già le radici forti e la pianta poi nel tempo non soffre la sete. Questo è un modo per difendersi dal riscaldamento globale, dal fatto che non piove. Vedi? Ah sì. Com'è forte? Ok? Vedi questo? Vedi questo che è più piccolino, eppure questo ha 3 anni di vantaggio. Ah sì. Con quel tipo di impianto, cioè quando tu vai a mettere prima il selvatico e poi a innestare dopo, tu non hai bisogno dell'acqua del coso. Anche il fatto di non usare concimi, anche quello forse aiuta, no? E poi se devi piantare qualche cosa, pianti qualcosa che non ha bisogno di acqua, tipo quei pomodori di cui parlavo prima, oppure degli alberi da frutto. Gli alberi da frutto o anche altri alberi si possono piantare con lo stesso sistema che ho detto prima. Stanno gli innestatori qua, pianti prima il portainnesto, se devi per esempio piantare un pesco, no? Una pesca, pianti prima il portainnesto, poi quando lui fa la radice innesti su quel portainnesto e quella pianta non avrà bisogno di acqua. So the concept is establish the cover crop in the winter first, and then planted the vineyard in the cover crop. This is not normal to do in Portugal, but we wanted to start it to work the field, the soil. We wanted to establish a big net of different kinds of roots, because that system are going to transform the nutrients and are going to help to maintain water and to disponibilize nutrients to the vineyards. What is usually done? Normally, you establish the vineyard and then you seed the cover crop, okay? Los viñedos están mucho más protegidos por el tema de
de la insolación excesiva, por la temperatura, por todo. Here, if it started to rain, we have erosion of soil. We don't have capacity to the water to maintain in the soil and go to deeper. Here, we have the capacity. To try to compete with this kind of weed. Nosotros, I don't know how to say it in English, but this in Spanish, this is grama, ¿sabes? Que tiene una capacidad enorme de se multiplicar, ¿sabes? A ver, en portugués se llama estolhos, que se multiplican mucho y consiguen abafar y hacer una grande competencia con la viñedo. Entonces, que nosotros pensamos, bueno, vamos a sembrar apenas en la línea una alta densidad de trefo subterráneo que me possa abafar. Entonces, a ver, estamos aprendiendo. Todo esto que tú ves, todo aquí que se ve, mira, que ha terminado el ciclo, es clover, es trevo subterráneo, y que por ahora me está haciendo competencia a esta grama, que es una infestación terrible. Y es eso, apenas en la línea, para abafar la grama. We wanted to be sustainable, and so when we made contact with this organization, they came, they made a very strict audit of everything in the winery, and they found the weak points, and they told us you have to do this, and that if you want to reach step 1. Then if you want to go step 2 and step 3, you have to make this, and that. The quantity of energy used by traditional production, the way we manage the water in the winery, the average weight of the bottles, our suppliers, you know, how many of them were certified, how many of them were, for example, concerning the packaging, were inserted into I don't know how to explain this, but there's a certain, it's a category, it's a sort of an association of producers of labels and cardboards that share the same rules for environmentally gentle, you know, so you need to choose suppliers in that association to earn points in that point of view. Every single step we've done costed money and time, and so we made a program and we decided the budget to reach the other steps on the path to have zero impact as far as it goes with carbon footprint. So yeah, definitely. Not because we are heroes or particularly, we did it also for economical reasons, because in the future we will get to a point where it will be mandatory. Some things will not be permitted anymore, and we want to be some of the first ones to accomplish to those rules, to have also marketing advantages, which is important. You have to stimulate economy in that direction and not just talk and then give all the advantages to people who produce this in a bad way. The increase of knowledge is definitely important from any point of view, also between producers. So yeah, I mean, I don't see us we do what we can. We are going into that direction, and we hope others will do it, you know. We don't want to be the leaders of anything. We're just going into the direction, you know, we think it's best to go. Penso che oggi per poter continuare a fare quello che si vuole fare bisogna innanzitutto avere meno avarizia, cioè non pretendere di produrre troppo,
perché questa mentalità è stata molto dannosa per il sistema terra, dico io in generale, perché comunque l'agricoltura è un'attività impattante, volenti o nolenti ha un impatto sulla terra. Quindi da un lato bisogna avere una mentalità verso la decrescita, bisogna avere la sensibilità di applicare il più possibile sistemi ecosostenibili, quindi studiare molto, ci vuole molta formazione, continua formazione. Voi state studiando anche il cambiamento climatico? Sì, we are studying agriculture and especially viticulture in Montpellier Supagro and AgroParisTech. Sì. And it's our gap year, so we joined this project that is called Red Wine, and each year there is a team of 3 people going to a place in the world and doing interview with producers about the issues of climate change, how they adapt to it, what are their problematics. Okay. And at the end, the goal is to make a documentary about it, to broadcast in the schools of agronomy, in the agriculture chambers, to professionals of the sectors, to show how the people are adapting to climate change and to such as an inspiration for the French field. Je peux dire qu'on n'est pas si organisé que vous en France. Ici en Grèce, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas au changement climatique, qui ne font pas beaucoup de choses. On n'est pas aussi très organisé comme région de dire qu'on va collaborer avec les autres pour avoir des idées ou pour faire la même chose. Si les gens pensent que si on parle de notre production, on va faire le même vin, ou ils vont prendre mes idées, ça va... Donc ils ne comprennent pas que quand tu collabores, en fait tu peux gagner. Entrare in un'ottica veramente di sostenibilità a 360 gradi. Cercare di fare anche sinergia, abbattere i costi, comprare meno macchinari, creare cooperative dove c'è più un intento comune, perché poi è tutto spreco alla fine. Actually, there's nothing more political that people can do than to care on how people spend their money, you know? Every single euro, you can buy this or that. It's besides taste, besides anything else, it's a political choice. So if consumers are more and more knowledgeable about the dangers we are creating to our planet, so to us and our sons and daughters, it's very important for them to know when they buy something what it means, you know?
Imprévisibles et violents, les dérèglements du climat bouleversent le travail des vignerons et vigneronnes. Ils n'ont d'autre solution que d'agir rapidement. En partant 5 mois à leur rencontre, nous voulions découvrir des idées et des outils précis permettant de s'adapter à ces dérèglements. Mais ces rencontres nous ont avant tout permis de prendre du recul sur notre façon de cultiver la vigne. Nous nous rendons compte que les changements climatiques révèlent en fait un déséquilibre, installé depuis des décennies par des modes de production trop simplistes. L'équilibre de la vigne ne tient qu'à un fil. En le négligeant, nous ne faisons qu'accélérer l'épuisement des sols et l'instabilité des écosystèmes. Le climat change, et bien plus vite que nos mentalités. C'est là que le travail commence. Retrouver le goût pour la terre, comprendre le végétal, l'écosystème dans lequel il est, retrouver cet équilibre. Nous avons longtemps adapté la vigne à l'homme, mais il est peut-être temps de voir les choses dans l'autre sens et de nous adapter, nous, à ce que la nature nous offre. Face à ce défi de grande ampleur, il est temps de repenser notre production, optimiser notre gestion des ressources, réduire drastiquement notre impact, tout en conservant notre amour pour la terre et pour le vin. Però io penso che bisogna assolutamente, se vivi in un posto e c'è qualcosa che non ti piace, devi imboccarti le maniche e cercare di cambiare. Altrimenti passare tutto il tempo a dire sì ma non funziona, non mi piace, non va bene, ok, ma fai qualcosa per cambiarlo. Bonsoir, merci, bravo pour ce magnifique film. Donc je suis Philippe McLennan, l'animateur de la chaire Vigne et Vin. Et donc on va commencer maintenant le débat. Je vais inviter les personnes qui participent au débat à se joindre à nous, à venir sur la scène. On va commencer en fait la suite de ce débat par une intervention, un rapport d'étonnement par François Collin, et qui fera aussi une introduction sur la fragilité des systèmes agricoles. Mais je vous en prie, installez-vous déjà, s'il vous plaît, venez sur scène. François Collin, Aurélie Mété, Nina Graveline, Louise Nicourt, Quentin Gérona, évidemment. Bienvenue à tous. Donc, je vais tout de suite passer la parole à François Collin. Je vous demanderai, quand vous intervenez, de brièvement vous présenter. Voilà, vous le ferez beaucoup mieux que moi. Donc, François, je vous en prie, comme vous voulez, ou d'ici ou de la scène, comme vous préférez. Vous avez le micro. Merci en tout cas d'avoir proposé cet événement, d'avoir fait cette projection. C'est vrai que c'est à la fois passionnant, angoissant et plein d'espoir, je dirais. Donc on m'a demandé de faire un rapport d'étonnement. J'avais déjà un peu visionné ce film et je pense qu'en le revoyant, j'ai encore perçu pas mal d'éléments. Peut-être je ne vais pas faire très très long, mais j'aurais envie de structurer peut-être autour de 3 points. Un premier point qui est autour de ce changement climatique, là, toute la première partie du film, donc qui est vraiment où on voit bien à la fois la notion d'extrême climatique et à la fois la notion de tendance climatique. Et là, je trouve qu'on perçoit bien comment finalement les extrêmes font référence à la notion de risque climatique, hein, qu'on a souvent l'habitude de diviser entre une dimension aléa qu'on subit et une partie vulnérabilité qu'on crée. Et là, on voit toute la vulnérabilité peut-être de tout un tas de systèmes qui ont été créés. Et face à ces extrêmes-là, il y a pas mal de l'ombrage, etc. Il y a pas mal de solutions qui sont proposées. Et on se dit, finalement, à court terme, il peut y avoir une adaptation possible.
Puis il y a ces tendances-là et pas mal de propos voilà, se projettent 10, 30, 40, 50 ans. C'est en rapport beaucoup, ça résonne beaucoup avec la durée de vie de la parcelle de vigne. Et là, on voit bien qu'on rentre dans des choses qui sont à venir et qui forcément vont tendre déjà à une situation compliquée. Et ça, c'est vrai que ça, en tant que scientifique, ça nous interpelle. On se dit, ces gens qui sont là sur le territoire, hein, ils vivent ça, et encore une fois avec espoir, mais on voit bien qu'ils ont radicalement un changement de modèle par rapport au modèle conventionnel qui est pratiqué aujourd'hui. Et donc là, ça interroge vraiment, je trouve encore plus la notion de tendance que la notion d'extrême, de la nécessité ou de comment faire pour changer radicalement de modèle en mettant, et c'est quand même en tout cas la plupart des modèles qui sont présentés ici, sont des modèles qui mettent la biodiversité un peu au centre du système. Et ces tendances, c'est vrai que ça... Enfin, moi, je suis hydrologue, hein, je ne me suis pas présenté, c'est mal poli, mais... donc François Collin, donc je suis hydrologue, donc forcément j'ai toujours un prisme un peu déformant par rapport à cette ressource-là. C'est vrai que la vigne, elle y est déjà je le montre aux étudiants quand je fais des cours, hein, je montre toujours une carte mondiale de ce qu'on appelle le Water Stress Index, le problème où on a un déséquilibre déjà actuellement et structurel entre les prélèvements et les ressources. Et en gros, il y a plein de tâches dans le monde et chaque fois, dans ces tâches-là, il se trouve qu'il y a de la vigne. Donc il y a déjà, je dirais, de manière consubstantielle, de la vigne dans des régions de tension. Et là, on sent bien qu'on est quand même au bout d'une tension qu'il va falloir résoudre, faute de déséquilibrer à la fois, évidemment, les systèmes viticoles, mais plus largement aussi les territoires qui sont derrière. Donc ça, de la nécessité de changer de ce type de production. Et ça interroge, c'est un peu abordé, je pense que ce sera peut-être une des questions du débat, ça interroge aussi sur finalement la viabilité des systèmes, et ce sera mon deuxième rapport d'étonnement, enfin le deuxième axe en tout cas, c'est finalement la viabilité de ces systèmes de production qui passent, on le comprend bien, dans une économie de marché par l'acceptation, la valorisation des produits qui sortent de ces nouveaux vignobles qui probablement ont des caractéristiques différentes de ce que les consommateurs avaient peut-être l'usage de consommer. Et donc toute cette notion un peu de filière qu'on ne voit pas forcément, qui n'est pas au cœur du film, hein, il est déjà suffisamment complet, mais c'est vrai qu'elle est une part intégrante du système et du changement de système de production. Je trouve que il y a une notion aussi de court et de long terme. J'y reviens entre des extrêmes violents et puis des tendances longues. C'est vrai que vous n'avez pas fait le choix de parler de l'irrigation. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de tensions autour de la notion d'irrigation. A-t-elle sa place ou pas, finalement, à court, à moyen et à long terme dans ces systèmes viticoles? En tout cas, elle pose la question du partage des ressources, globalement, en tout cas, de la ressource en eau sur ces territoires. Et peut-être le dernier axe, c'est celui, rapport d'étonnement, je dirais presque d'émotion, c'est comment, je trouve le film est très réussi pour ça, comment il arrive à insuffler un peu d'anxiogène, hein, d'angoisse. Je trouve qu'il y a quand même tout le début du film, la musique un peu hispanisante, tout ça fait vraiment, je trouve, fait résonner quelque chose d'angoissant qui tend, et puis il y a de temps en temps comme ça des éclaircies, des espoirs. Je trouve que c'est intéressant et ça fait penser, puisque quand même elle a été programmée de longue date, mais ça fait quand même quelques jours, là, quelques semaines qu'il y a des mouvements qui opposent agriculture, nature et écologie. Bon, en tout cas, où certaines personnes essaient de faire monter les débats autour de ces oppositions. Et voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi qu'on s'interroge sur ces complémentarités qui ne sont pas, je veux dire, c'est pas une lubie, voilà, c'est mis en œuvre par des gens qui finalement arrivent. Alors, ce sera peut-être des questions qui seront posées. Quels sont les modèles économiques et la viabilité de tous ces systèmes-là? Mais moi, ce que je garderais peut-être comme plus grande sensation d'espoir, c'est aussi
l'idée que y a des gens qui essayent, probablement qui ratent, et que cette idée de rater, c'est pas grave. Et ça doit donner de l'espoir, je trouve, par rapport au changement de modèle. Et en tout cas, pour nous, chercheurs qui sommes souvent interpellés pour produire de l'expertise, pour donner des solutions, il y a un vertige qui est qu'en fait, des solutions, on imagine des directions, mais probablement que dans ces directions, il y aura beaucoup de chutes. Et que voilà, faut essayer de garder cet espoir pour pouvoir se relever. Donc c'était un peu mes trois dimensions là sur le documentaire. Et encore une fois, enfin je sais pas, je pense que pas mal de gens sont restés, mais je pense que ça peut faire un débat sympa. Voilà. Merci beaucoup François Collin. Peut-être Quentin, Géona, je vous invite à réagir à cet étonnement. Déjà, merci beaucoup pour votre réaction à chaud justement sur ce film-là. Et je pense qu'en plus, vous soulevez beaucoup de questions. Je ne sais même pas par laquelle je peux commencer à répondre. Déjà, je voulais juste préciser un truc justement sur la partie eau, parce que justement, vous, c'était plus sur cette partie-là que vous parliez. Une des raisons pour laquelle on n'a pas non plus trop traité l'irrigation, c'est qu'on souhaitait que ça soit un peu plus accessible à différentes appellations, à différents types de vins. Et justement, sur la partie vraiment irrigation, il y avait tellement de choses à dire, c'était un énorme morceau qu'on s'était dit qu'on allait plutôt le garder pour justement les présentations auprès de différentes justement ODG, différents professionnels, et s'adapter à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on n'en a pas trop parlé. Et il y avait une sorte un peu d'opposition entre de l'agriculture qui était vraiment sans utiliser d'irrigation, d'autres qui l'utilisaient mais de manière plus ponctuelle pour faire face à des événements qui étaient extrêmes, parce qu'on a souvent en plus l'image de l'irrigation qui est utilisée un petit peu à outrance pour faire de la production, etc., alors que la plupart des producteurs viticoles réalisent justement de l'irrigation pour faire face à un stress hydrique fort, c'est-à-dire que c'est une solution de dernier recours justement pour pouvoir pallier à un stress hydrique prononcé. Et justement, ce sujet-là, et pour rebondir sur la question justement je sais pas sur quelle question rebondir en particulier. C'est peut-être un peu tôt pour parler de l'aspect social, etc. Ça va être plus à une plus grosse échelle, non ? Non, il n'y a pas de... Non. Je vous laisse répondre ce qui vous paraît le plus approprié par rapport à... Moi, du coup, je souhaitais répondre à sur la partie sociale, pas de souci. Sur la partie justement gestion de l'eau, entre autres, et vous parlez justement des mouvements qui se passent en ce moment vis-à-vis de l'agriculture. Moi, c'est peut-être le rapprochement est un peu tiré par les cheveux, mais en tout cas, moi, ça m'y fait penser, par exemple, au fait que, par exemple, au Portugal, sur la ressource en eau, il y a aussi des pressions qui sont liées au fait que l'eau peut être accessible, mais n'est pas forcément accessible aux agriculteurs. Il y a aussi cette question-là de la priorisation de qui a l'accès à la ressource. Et par exemple, au Portugal, ça nous arrivait plusieurs fois de voir des agriculteurs qui avaient leur vigne qui était en train de sécher totalement parce qu'il y avait une telle compétition avec les habitations, avec les hôtels, avec les golfs, avec les piscines. Donc ça m'y fait un petit peu penser à cet aspect-là, justement de remettre aussi l'agriculture au centre des priorités, de reprendre aussi les priorités sur notre utilisation des ressources, sur l'utilisation de l'énergie de chacun justement pour cet aspect-là. Et voilà, c'était ma petite digression. J'ai trouvé intéressante, c'est un bon cas. Ce qui me paraissait intéressant aussi, pour revenir sur les modèles, c'est ce partage de l'eau, justement. Ils expliquaient, on parlait en Grèce en particulier, par exemple, que ce n'était pas dans la culture, dans la tradition de collaborer, de travailler ensemble. En France, on est très organisé, c'est ce que nous disait la personne qui commentait. Peut-être, est-ce que l'un d'entre vous peut commenter sur l'enjeu justement de l'accès à l'eau? On parlait de différentes échelles, justement on peut le gérer sur sa parcelle, mais quand on travaille à l'échelle d'un bassin versant, comment on fait pour se mettre d'accord entre viticulteurs? Je ne sais pas, peut-être Louise Nicourt sur cette question. Je crois que celui-là il marche aussi. Pour la question de gestion à l'eau, bon, je suis d'accord aussi là, sur la question de la priorisation, et nous on a fait pas mal, on y a fait face l'année dernière dans le Roussillon. Je ne sais pas si vous avez suivi la météorologie du Roussillon l'année dernière, mais il a plus de 180 mm d'eau en un an, c'est moins que le désert subsaharien.
Donc, et d'ailleurs, il n'y a toujours pas plu aujourd'hui, à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment des questions qui se sont posées, hein, cette priorisation. Là, on est arrivé quand même à des contextes où des habitants n'avaient plus accès à l'eau potable. Donc il y a tout un système qui s'est mis en place, de bidons d'eau livrés aux villageois. Et donc effectivement, il y a cette question de priorité déjà pour que les consommateurs aient accès à de l'eau pour boire. Ensuite, il y a cette notion de priorisation de l'agriculture. Après, je pense qu'il est important de rappeler quand même que la viticulture, c'est une agriculture non essentielle. Donc on a aussi notre responsabilité à jouer là-dedans. On ne produit pas un produit alimentaire nécessaire. Donc il y a cette priorisation qui doit être réfléchie en termes d'agriculture, de priorisation de l'agriculture et même au sein des filières. Et on voit que, de toute façon, ça va être des débats pour les prochaines années, hein, de savoir un petit peu. On sait tous qu'on aura bientôt potentiellement plus l'accès à l'eau, en tout cas qu'on sera plus priorisé sur les différents bassins viticoles. Ça a déjà été le cas parce que du coup, avec ces contraintes d'eau dans le Roussillon, on était restreint à l'irrigation 1 jour sur 2, ce qui était logique, hein, il n'y avait plus d'eau disponible. Du coup, effectivement, on n'a pas pu irriguer des vignes comme on pouvait le faire d'habitude. Et après, ça pose aussi des questions. Nous, chez Advini, du coup, je ne me suis même pas présentée, je vais commencer par ça. Du coup, Louise Nicourt, donc, je suis chargée de la transition agroécologique des vignobles chez Advini. Et peut-être que quelques mots sur Advini. Donc, on est une entreprise familiale qui existe depuis 1872. Donc, on est coté en bourse, on est quand même un gros groupe, mais qui garde un actionnat familial majoritaire. On est viticulteur et négociant. Donc, on a 2000 hectares sur lesquels on produit, répartis sur à peu près 30 domaines, en France, en Afrique du Sud. Et on a aussi une activité de vinificateur et éleveur sur ces différents bassins français et sud-africains. On a une activité un peu plus diversifiée parce qu'on n'est pas que producteur, on est présent un peu sur toute la chaîne de valeur. On a une activité d'embouteillage, on a une imprimerie, on a du transport. Du coup, ça nous permet vraiment de maîtriser et de voir aussi les impacts du changement climatique sur l'ensemble des étapes de la filière. Et on est quand même une entreprise avec des enjeux de durabilité forts qu'on essaye de pousser par notre raison d'être et par notre gouvernance où l'ESG est assez important. Moi, mon rôle, c'est essayer d'accompagner nos vignobles dans cette transition, voilà, pour recontextualiser un petit peu. Et donc, du coup, dans le Roussillon, là, ces grosses problématiques, c'est ça qui nous... En fait, là, finalement, on a un peu un aperçu de ce qui va nous arriver dans pas très longtemps, mais on commence déjà à le voir, nous, dans le Roussillon, par rapport à nos autres vignobles en France. Et cette question d'accès à l'eau, on doit commencer déjà à l'anticiper. Donc, l'irrigation, comme tu disais, c'est un peu le dernier recours. Je pense que d'abord, et je pense qu'on peut peut-être revenir un peu sur les différentes pratiques qui ont été mises en avant, il faut essayer d'anticiper pour déjà faire en sorte que notre système de vigne soit plus résilient vis-à-vis du manque d'eau. Donc il y a toutes ces réflexions sur la diversification du matériel végétal qu'ils ont évoqué, tout ce qui est sélection massale, greffage en place. C'est aussi des facteurs qu'on essaye de mettre en place chez nous. Cette réflexion nouveaux cépages. Là, on parlait de cépages du coup étrangers, mais en fait, les cépages qu'ils ont en Grèce, nous, on essaye de les tester en France. Là, on a plusieurs vignobles, on a essayé la Certico. On voit un petit peu, on essaie, on expérimente, enfin pour l'instant à une échelle encore un peu pilote, et on va voir ce que ça va donner. Après, il y a tout ce qui est essayer de suivre un peu les consommations, enfin les besoins en eau de nos vignes, donc c'est tout ce qui est champ à pression, modélisation, ça rappelle un peu aux nouvelles technologies. Et vraiment, quand on n'a plus trop le choix, là on irrigue, on apporte de l'eau, mais en essayant d'optimiser, apporter juste la bonne quantité d'eau. Et je pense que c'est ça qu'il va falloir faire ces prochaines années, avec une ressource qui est de plus en plus limitée. On ne pourra pas irriguer autant qu'on le fait actuellement. Il faut faire en sorte que chaque goutte d'eau qu'on apporte à la vigne, si on doit le faire, compte et soit bien assimilée par la plante. Donc je pense que c'est plutôt sur ces réflexions globalisées qu'il faut avoir au niveau d'irrigation. Merci. Oui, bien sûr. Peut-être un autre rapport d'étonnement, Nina Graveline ou... Bonjour, donc Nina Graveline, je suis chercheuse à l'UMR Innovation et je suis économiste agricole et de l'environnement et je travaille en particulier sur les questions d'adaptation au changement climatique et notamment avec un aspect irrigation. Donc en ce moment, je m'intéresse pas mal au développement de l'irrigation de la vigne dans le bassin méditerranéen français, plutôt Languedoc-Roussillon. Donc pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui s'est dit. Je pense qu'en France, alors je ne connais pas bien les autres terroirs que vous évoquez, qui sont plus au sud. Je pense que ce qui est intéressant de porter à connaissance du débat et même du grand public, c'est qu'effectivement, en ce moment, on assiste à un développement de cette solution, l'irrigation sur la vigne. Et voilà, en termes de changement d'échelle et puis de futur, quelque chose qui est important, mais vous l'avez évoqué dans votre débat, c'est vraiment de porter à connaissance que c'est quelque chose qui se passe et de se dire, voilà, est-ce que le citoyen est prêt à... Parce que tout ça, derrière, il y a des politiques publiques de soutien au développement de l'irrigation.
soit pour des arguments d'adaptation au changement climatique, le plus souvent plutôt sur des politiques de développement rural, hein, le second pilier de la PAC depuis longtemps. Donc ça continue toujours aujourd'hui, alors que dans certains bassins, effectivement, on est dans des situations de déséquilibre, François en a parlé, et malgré tout, on continue à promouvoir, même avec des finances publiques, le développement de cette solution, qui effectivement, à l'échelle individuelle, est une solution... Enfin, j'ai l'impression comme ça que c'est souvent quand même la solution qui peut apporter le plus de bénéfices au rapport de ses coûts, parce qu'elle est même d'un point de vue... voilà, techniquement, on comprend clairement pourquoi est-ce qu'on a intérêt à irriguer la vigne. Mais en revanche, effectivement, à long terme, vous l'avez dit, il y a des arrêtés de restriction qu'on a vus dans tout le bassin méditerranéen cet été, et finalement des agriculteurs qui sont équipés et qui ne se retrouvent dans l'incapacité d'avoir recours à cette solution. Donc quelque chose à réfléchir aussi, c'est... si on va dans cette solution, se dire ça peut pas être la seule, mais vous l'avez dit, hein, parce que potentiellement en fait on pourra plus actionner ce joker dans quelques années, voilà, et donc réfléchir à ce que cette solution-là, en tout cas à l'échelle macro, au-delà de l'exploitation, ne devienne pas une maladaptation. Et donc de réfléchir, je pense que c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis pas du tout pour dire ça doit plus faire partie du panier de solutions, mais de réfléchir dans quelle mesure est-ce que cette adaptation est viable à long terme et dans quelles conditions elle ne devient pas une maladaptation, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. Et voilà, cette réflexion, je pense qu'elle est importante pour les politiques publiques, et dès lors qu'on est réfléchi à des échelles territoriales où on n'est effectivement pas la seule filière à avoir besoin d'eau. Et comme tu le disais, Louise, voilà, c'est probablement même la dernière en termes de justification. En France, il y a déjà, comme dans tous les pays européens, une liste vraiment de priorités. Donc, top, c'est la sécurité civile, les incendies, eau potable. Voilà. En dernier vient l'agriculture, et on le voit dans certains arrêtés, des distinctions même au sein des filières. Merci. Oui, bien sûr. Et ensuite, Aurélie Meutet. Pour enfoncer encore le clou, hein, je crois que le mot maladaptation ou évitement partiel, en tout cas, il est important. Je vais dire une chose très très simple, hein, plus on a besoin d'eau, en général, moins il y en a de disponible. Et ça, c'est souvent quelque chose qui n'est pas du tout regardé en face, en particulier par rapport aux ouvrages de stockage qui sont souvent avancés comme des solutions dites de bon sens, avec plein de guillemets. Voilà, il ne faut pas oublier que en général, la ressource en eau est peu disponible quand la sécheresse est dense, et donc quand les cultures en ont besoin. Donc là, il y a quand même fondamentalement un problème initial, quoi. C'est pour ça que je trouvais que la notion de temporalité de l'irrigation, hein, on pourra peut-être en parler, pour initier peut-être une prise de risque, ça a du sens. Effectivement, la pensée sur du long terme, il y a très peu de situations, en tout cas quand on regarde les hydrosystèmes, qui le permettent. Aurélie Meutet, et n'hésitez pas à vous présenter bien sûr avant. Oui, merci. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie Meutet, je suis agronome, enseignante ici à l'Institut Agro, et je travaille dans un collectif de chercheurs qui s'occupe de diversification des systèmes de culture. Et j'anime la chaire Agro6 avec François et Valentina. Oui, moi je voulais juste réagir sur un terme qui a été évoqué plusieurs fois. Donc d'abord un grand merci pour le film, vraiment stimulant, je vais résumer comme ça. Un terme qui a été cité plusieurs fois, le terme de bouquet de solutions, le bouquet de solutions technologiques, techniques, etc. Donc en tant qu'agronome, plutôt à une échelle parcelle, ce que je trouve intéressant là, c'est qu'on voit qu'il y a plein de pistes possibles. On voit que, comme vous avez fait le choix très fort de faire témoigner les gens qui font, c'est-à-dire les agriculteurs, les agricultrices, on voit concrètement comment se traduit cette gestion du risque accru lié au changement climatique, avec des choses très court terme et des choses moyen terme. Là où je m'interroge plus, c'est le long terme de ces changements. D'ailleurs, il y a un des agriculteurs qui dit le short terme, on va s'en sortir peut-être avec des techniques, changer le système de conduite, quoique ça prend quand même un peu de temps, changer les systèmes plantés. Donc là, il y a des choix variétaux sur des décennies.
Mais par contre, le long terme, c'est le changement de modèle. Et là, c'est vrai qu'on panique tous un peu, ou en tout cas, on a moins les idées claires. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça identifie bien les deux pistes. Et que dans le court terme, on est en capacité d'envisager des bouquets de solutions qu'on compose de manière plus ou moins harmonieuse dans les parcelles agricoles. Donc c'était le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point, c'est la piste de la diversification. Donc je vous disais, dans notre collectif à Apsis, on travaille sur la diversification des systèmes de pérennes, c'est-à-dire, en d'autres termes, pas que la vigne. Et là, ce qui m'interroge, c'est qu'on a vu les couverts végétaux. Alors, ça ne me déplaît pas du tout qu'on voit les couverts végétaux. Je trouve que c'est évidemment une piste intéressante. Par contre, on ne voit pas les autres productions. On a un petit peu l'impression que la vigne, c'est la vigne toute seule dans ses paysages. Et il me semble que dans les travaux récents ou dans les recherches récentes, et puis aussi les collectifs de viticulteurs, viticultrices qui se montent à travers les GI2E, les choses comme ça, ou les collectifs d'agriculteurs, pardon, au sens large, il y a bien l'idée que c'est l'organisation ensemble de l'agriculture et éventuellement d'autres activités, donc une diversification à une échelle plus large que strictement celle de la parcelle, qui peut être intéressante à porter, notamment pour arbitrer des cas difficiles de partage de la ressource entre, je ne sais pas moi, une production maraîchère, une production viticole, une zone où on ne produit rien et on laisse tout s'infiltrer, etc., etc. Donc voilà, j'ai bien aimé cette articulation court terme, long terme sur l'aspect des bouquets de solutions. Puis ça ouvre des perspectives pour l'organisation peut-être d'autres activités viticoles. Merci. Quentin, oui. Je voulais juste en profiter pour signaler que bien sûr, le public peut poser des questions. N'hésitez pas à faire signe, on vous passera un micro pour poser des questions. Voilà. Et du coup, encore une fois, merci beaucoup. Ça me fait beaucoup plaisir que vous ayez apprécié en tout cas ce travail. Du coup, je souhaitais répondre sur l'aspect justement des différentes échelles de temps pour répondre aux problèmes du changement climatique. Je suis d'accord avec vous que justement l'échelle à court terme et à moyen terme qu'on a principalement traité est celle sur laquelle il y a le plus, on va dire, de marge d'action pour l'instant, et aussi sur lesquelles on a le plus, en tout cas, de recul qu'on a pu voir pour l'instant, qui commence déjà à être expérimenté, à être testé. Par exemple, on a justement chacun des producteurs qui présentaient des techniques d'adaptation, mais en général, si on les présentait, c'est parce qu'on l'a retrouvé chez plusieurs producteurs en même temps, et donc il y en a un seul qui l'illustrait, mais c'était que du coup, il avait en tout cas une occurrence, qu'on l'avait retrouvé régulièrement. Mais par contre, sur l'aspect long terme, en fait, l'adaptation sur le long terme, il y a deux points principaux, qui est du coup le point de l'atténuation. Commençons d'abord par l'aspect vraiment adaptation sur le long terme. On est d'accord, ce qui en ressort, c'est plutôt l'aspect changement de modèle, changement de système de production, de distribution et même de consommation, qui est du coup plus le dernier aspect du film qu'on a traité. Mais il y a aussi du coup la partie atténuation. Sachant que justement l'agriculture utilise des terres, les espèces végétales participent justement à la fixation de ce carbone-là. Les activités industrielles, on peut réduire justement on peut améliorer leur efficience énergétique, on peut essayer d'améliorer leur efficience énergétique. On l'a pas trop traité cette partie-là parce que ça arrivait un peu mal à s'intégrer, mais par exemple, un des producteurs qui nous avait le plus intéressé à ce sujet-là, c'était Miguel Torres en Catalogne, qui est du coup un producteur qui, un peu comme Advini, qui possède plusieurs domaines et qui font aussi du négoce, du transport de vin, etc. Et ils avaient pu lancer beaucoup d'expérimentations sur ces aspects d'atténuation. Donc par exemple, on n'avait pas vraiment atténuation, mais par exemple l'agriculture régénérative qui devient de plus en plus intéressante pour régénérer les sols. L'hydrologie justement régénérative aussi. Il y avait la réutilisation du CO2 dans les cuves en fermentation pour inerter certaines cuves. On avait de l'utilisation de la biomasse pour créer de l'énergie. Donc il y avait plein de petites techniques par-ci par-là qui se développaient, des prototypes, un corps ou des choses qui étaient déjà à l'expérimentation depuis longtemps et qui justement initiaient en tout cas un premier pas. Et donc c'est pour ça que je traite cet exemple-là, c'est parce qu'il y avait aussi cet aspect que ceux qui peuvent voir sur le long terme, pareil pour Librandi qui parlait de son aspect marketing, en général ce sont plutôt des grosses structures qui ont du coup du financement, qui peuvent se permettre d'investir dans la recherche et développement et qui ne sont pas
qui subissent moins, on va dire, le changement climatique, qui sont plus justement proactifs pour y répondre, mais parce qu'il y a tout cet aspect financement et d'une certaine manière consortium d'énergie et d'argent justement. Et justement, c'est pour ça que je pense qu'on va arriver du coup à une autre question que Philippe devait avoir en tête justement sur cet aspect. Juste pour rebondir. Là c'est bon, oui. Juste pour rebondir par rapport à ce que tu disais sur l'atténuation, c'est exactement ce à quoi j'avais pensé aussi. Parce que là du coup on a vu pas mal de mesures d'adaptation finalement quand même, parce qu'on commençait à s'adapter au changement climatique. Mais on a quand même tous notre responsabilité dans les changements climatiques actuels, et donc du coup la première étape c'est effectivement réfléchir à cette atténuation, mais déjà essayer de la cartographier, savoir un peu où sont nos impacts. Donc nous chez Advini, on vient de finir notre premier bilan carbone, quand on avait fait sur l'année quand même 2021, on les a fait sur les 3 scopes, donc c'est des travaux qui permettent vraiment de quantifier nos émissions carbone sur l'ensemble d'une année, sur notre production, mais aussi en prenant en compte nos fournisseurs, nos achats. Et je trouve que c'est vraiment un travail qui est nécessaire, parce que ça permet vraiment d'identifier les principales postes d'émissions carbone. Pour ceux qui n'ont jamais fait attention à un bilan carbone de la filière vin, on ne se doute pas par exemple que le premier poste émetteur c'est l'emballage. Là on en parlait justement un peu des fournisseurs de bouteilles. Nous c'était 42% de notre bilan carbone qui était juste dû à notre bouteille en verre. On ne regardait même pas tout le reste, la viticulture ou autre, c'était vraiment le poids 42% des bouteilles en verre, donc ce qui nous indique que dans notre stratégie de décarbonation, premier travail à faire qui va avoir le plus d'impact, c'est le travail des équipes marketing pour essayer de diminuer le poids des bouteilles, mais qui demande aussi d'impliquer nos fournisseurs, parce que le poids des bouteilles, on est un peu dépendant de ce que nous proposent les verriers, donc c'est aussi un travail qui doit être fait en concertation avec ces acteurs-là. Mais voilà, ça permet d'identifier un peu les principaux postes d'émission. Notre deuxième facteur d'émission, c'est les achats, parce que dans les achats, il y a cet achat vin, parce qu'on a une grosse activité de négoce, et que dans cette activité de négoce, on ne sait pas forcément pour l'instant ce qu'on achète, enfin les pratiques viticoles des personnes à qui on achète. On a des labellisations bio, on a des labellisations HVE, mais pour l'instant il n'existe pas encore de certificat, de certification vraiment carbone. Il y a le label bas carbone qui se développe, donc on essaie de regarder un peu ça, mais pour l'instant on ne sait pas combien émet en termes de carbone le vin qu'on achète, combien de carbone a été dépensé. Et du coup c'est là aussi qu'on s'est rendu compte qu'il allait vraiment falloir travailler un peu plus avec nos fournisseurs, enfin ceux qui nous apportent du raisin, pour essayer d'identifier déjà, préciser ce facteur d'émission, et ensuite venir les aider à essayer de le réduire. Donc je pense que cette partie anticipation, atténuation, c'est la première étape avant d'activer les leviers d'adaptation dont on a parlé, matériel végétal, et on parlait d'hydrologie régénérative. Nous c'est quelque chose qu'on essaye de réfléchir, mais là typiquement le changement d'échelle, il est sur le coup nécessaire. On ne peut pas le faire raisonner juste à l'échelle d'une parcelle, on est obligé de le raisonner à l'échelle de tout un paysage, d'un bassin versant, parce que l'hydrologie régénérative, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est essayer de réfléchir les écoulements d'eau pour faire en sorte que, par exemple, s'il y a un gros épisode cévenol ou un gros épisode pluvieux, l'eau ne ravine pas jusque dans la pente, mais plutôt réfléchir à la ralentir, la recanaliser, la stocker très temporairement, vraiment avec des petites mares ou des petits paliers, littéralement, pour conduire l'eau et faire en sorte qu'elle ait le temps de s'infiltrer dans le sol de la parcelle. Mais ça, du coup, ça se réfléchit à l'échelle du paysage, potentiellement avec d'autres producteurs, parce qu'on n'est pas forcément propriétaire sur tout le bassin versant. Et là, c'est là qu'il y a des collectifs. Là, tu parlais du CIVAM. Nous, on fait partie du CIVAM Bio 66, typiquement dans le Roussillon, où là, on est en train de réfléchir à construire des projets ensemble. Et sans ça, pour ces leviers-là, en tout cas, ce ne sera pas possible autrement. Aurélie, il y avait un élément sur lequel vous souhaitiez répondre. Je voulais juste réagir au fait que dans ta réponse, il y avait l'idée que les structures les plus à même de s'adapter étaient les grosses structures capables d'investir du temps, de l'argent sur de la recherche et développement. J'ai envie de croire que ce n'est pas le cas. Je crois que ce n'est pas complètement le cas, dans la mesure où il y a aussi des collectifs plus petits qui peuvent se coordonner, travailler. Alors il y a des exemples d'ateliers participatifs sur la réflexion d'évolution des modèles agricoles à l'initiative soit d'agriculteurs eux-mêmes, soit de chambres, et puis de chercheurs éventuellement. Donc je sais bien que ce n'était pas tout à fait le propos, mais c'était juste pour parler de ces collectifs-là aussi, et rapporter, peut-être que Nina en parlera aussi, un travail assez récent dans la région, donc à travers un projet d'adaptation au changement climatique, la CAB, où il s'était agi, et donc à l'échelle d'un bassin versant à l'ouest de Montpellier, de réfléchir à toutes les adaptations possibles pour gérer le changement climatique. Et ce qui était très intéressant, c'était que sur la centaine de viticulteurs concernés par le bassin versant,
lors des ateliers participatifs, tout un tas de leviers avaient été imaginés, différents suivant les zones du bassin versant, qu'il s'agisse de la plaine ou des coteaux. Et donc c'était vraiment l'intelligence collective de ces ateliers qui avait fait émerger les bouquets de solutions dont on parlait tout à l'heure, les plus à même d'être mises en œuvre, compte tenu d'un élément dont on n'a pas encore parlé, qui était principalement la taille des exploitations, leur niveau d'équipement et leur capacité à investir dans des changements de pratiques, dans des nouvelles plantations, etc. C'est là peut-être qu'on peut orienter aussi vers les soutiens à ces investissements qui existent aujourd'hui, qui sont très variables suivant les filières de production agricole. Et la viticulture est assez soutenue, souvent, par rapport à d'autres filières. Enfin, ce n'est pas la seule, hein, mais ça pose aussi question par rapport à son maintien dans certains paysages agricoles. Voilà. Ouais, oui, donc effectivement, c'est vrai que les modèles qu'on voit dans le film, c'est des modèles voilà, très ambitieux, où on se dit il y a beaucoup d'efforts, de travail supplémentaire et vraiment de motivation. Et en gros, on se dit soit il y a ça, soit il y a la valorisation par le marché. Voilà. Ou alors, effectivement, troisième voie que tu évoquais, le soutien public, si on veut un peu changer d'échelle et emmener tout le monde et pas uniquement des domaines, soit avec des capitaux extérieurs, parce que le vin est quand même un monde un peu particulier dans l'agriculture, où voilà, on voit des exploitations qui sont finalement des fleurons dans lesquels il y a des capitaux extérieurs qui arrivent, et voilà, où il y a des chefs d'exploitation qui travaillent un peu sans limite de ressources, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité des modèles. Donc voilà, la grosse question, c'est qui est ces modèles un petit peu vitrines, soit avec beaucoup d'investissement ou avec de la passion, hein, des familles entières qui travaillent nuit et jour avec un savoir-faire, une connaissance du terroir. Mais si on veut emmener tout le monde, c'est la question de voilà, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on, à la fois on rassure des petits exploitants avec moins de moyens dans ces prises de risques, parce qu'en fait ces nouvelles pratiques, que ce soit la diversification ou d'autres techniques, c'est des prises de risques. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Voilà, il y a déjà au moins partagé ça dans des collectifs. Ça en montre que c'est vrai que c'est déjà un support presque moral important de se dire je ne suis pas tout seul dans ma barque à prendre ce risque-là. Mais après, effectivement, il y a sûrement d'autres mécanismes financiers voilà, d'accompagnement. Donc c'est toute cette ingénierie de l'accompagnement qui est à prévoir. Et de peut-être, donc si on repart sur les politiques publiques, de se dire quels sont les financements, vu qu'on sait que c'est une denrée rare aussi, hein, les subventions publiques, se dire voilà, est-ce qu'on ne peut pas faire un petit état des lieux sur tous les soutiens qu'on apporte aujourd'hui à l'agriculture, déjà identifier tout ce qui peut être considéré peut-être comme des soutiens qui sont plus totalement d'actualité, qui finalement ne font que encourager un statu quo. C'est quelque chose qu'on pourrait dire là sur la crise qui se passe aujourd'hui. Voilà, finalement, toutes les réponses, même certaines réponses du gouvernement qui sont des pansements de court terme, en fait, ça va que faire prolonger, perdurer un statu quo. Et finalement, ceux qui prennent des risques, c'est un petit peu les moutons noirs, soit parce qu'ils ont de l'argent, de la famille, parce qu'ils ont une usine, je ne sais pas où ailleurs, ou des gens qui sont prêts à vivre de rien, quoi. Donc je pense que c'est aussi important de montrer la difficulté pour des modèles standards, peut-être qui ne sont pas ingénieurs agronomes, qui n'ont pas accès à toutes ces ressources d'innovation, qu'elles soient cognitives ou plus financières. Voilà, comment est-ce qu'on emmène tout le monde, quoi. Il y a peut-être aussi un point qui j'imagine, est comparable dans tous les pays d'Europe, là, c'est le renouvellement des générations. Se dire qu'on a quand même peut-être une opportunité à jouer. C'est vrai, quand on a 60 ans, qu'il nous reste 3 ans, on va peut-être pas tester des nouveaux cépages, on va peut-être pas changer la façon dont travaille le sol, etc. En revanche, se dire que là, potentiellement, il y a une nouvelle génération de gens qui vont accéder à la terre, alors soit parce qu'ils sont déjà dans ce monde-là, ou des nouveaux entrants, et que voilà, préparer aussi un petit peu ça en termes d'accompagnement avec cette opportunité pour changer un peu de direction. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Merci. J'avais une question sur les solutions que vous avez vues. Vous en présentez quelques-unes et je comprends que c'était peut-être pas l'objectif du film de tout montrer. Est-ce qu'il y en a... Alors déjà, quel est le support que vous avez choisi? Du coup, vous parliez d'articles scientifiques, ou est-ce que vous avez d'autres... moyens de communication? Est-ce que vous avez fait un répertoire justement de ces méthodes éventuellement innovantes pour s'adapter?
Et est-ce qu'il y en a certaines en particulier qui vous ont interpellé, que vous connaissiez pas, qui seraient intéressantes juste d'énoncer comme ça pour avoir une idée, ou est-ce que c'était généralement toujours les mêmes adaptations qui revenaient? Voilà, quel est votre point de vue assez général, puisque vous avez vu quand même beaucoup d'exploitations? C'était 60 exploitations, et on avait répertorié je crois que c'était 70 choses en global. Enfin, quand je dis choses, c'est parce qu'il y avait effets, techniques d'adaptation, techniques d'atténuation. Alors, en fait, déjà, il y avait... on a obtenu des réponses différentes en fonction de chacune des exploitations, c'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé directement en sachant directement ce qu'on voulait trouver. On avait fait déjà on s'était renseigné quand même, on était déjà intéressé par le sujet. Mais du coup, quand on a commencé à réaliser les interviews des producteurs, il y avait un peu un mélange entre, d'une part, ce qu'on voyait directement, le moment de la saison à laquelle on était. Par exemple, si on était au débourrement, on a beaucoup parlé du gel avec les producteurs d'Espagne, parce qu'il y avait aussi toutes les thématiques, cette problématique-là en Bourgogne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2021, il y avait des bougies partout dans les vignobles parce que le vignoble avait été gelé. Donc, par exemple, en Espagne, on avait beaucoup traité ça, toutes les thématiques qui étaient liées au gel. Quand on est arrivé en Italie et en Grèce, on avait déjà des raisins. Donc là, on était plus sur les thématiques du flétrissement. On a pris les vagues de chaleur en Sicile à 48 degrés et des vents secs. Donc en fait, il y avait un peu un mix de ce qui se produisait à ce moment-là, ce qu'on découvrait progressivement en plus, parce qu'au fur et à mesure de l'expérience, on a aussi modifié notre perception. Enfin, on en a appris beaucoup plus. On a commencé à réaliser qu'il y avait des problématiques qu'on connaissait, des problématiques qu'on connaissait mais qu'on ne pensait pas que c'était aussi grave, d'autres qu'on ne connaissait pas. Enfin, il y avait tout cet aspect-là. Et sur les techniques qui nous ont marqués, on a tous été marqués par des choses différentes. Déjà, du coup, pour répondre sur l'exhaustivité des techniques, comme je disais, on n'en a présenté que quelques-unes, plus pour pouvoir lancer des débats, que les gens nous posent des questions et qu'on puisse développer sur telle chose en fonction de l'opportunité. Mais en fait, on a principalement présenté ces techniques-là auprès des professionnels qui nous ont soutenus, aussi des chairs qui étaient là aussi pour nous soutenir. Et chacun avait des intérêts différents, parce que... Deux choses, déjà pour rebondir, le bouquet, la cohorte de solutions, il n'y a pas de solution miracle. On ne va pas tout sauver avec l'irrigation, on ne va pas tout sauver avec du greffage en place, on va faire plein de petites techniques qu'on va appliquer ponctuellement, et donc, entre autres, c'est pour ça que ça requiert beaucoup de connaissances, beaucoup de techniques, de connaissances de son terrain, de son terroir, pour pouvoir choisir quelle cohorte de techniques on va utiliser précisément et les optimiser. Et seconde chose, et donc du coup, quand on arrivait auprès de nos partenaires, on avait Perrier-Jouët qui, eux, l'irrigation, c'était pas du tout pertinent d'en discuter. Ici, c'est pertinent d'en discuter. Quand on était chez Rémi Martin, le greffage sur place, ça nous intéresse bien. C'était vraiment en fonction des producteurs, en tout cas des partenaires, qu'est-ce qui les intéresse le plus, qu'est-ce qui vont le plus les aider, c'était ça le truc, qu'est-ce qui pourrait les aider le plus, en tout cas. Est-ce que ça répond à la question? Oui, on a fait partiellement ça. On n'a pas fait une liste exhaustive de toutes les techniques, mais du coup on a communiqué à la chaire Vignevin et à la chaire Agro6 justement un exemple de... on a fait un fichier en gros avec les effets du changement climatique et des conséquences sur la vigne, des techniques d'adaptation en fonction, que ce soit pour l'eau, pour la modification des arômes. On a sectorisé en thématiques justement l'adaptation, les effets et l'atténuation. Et en gros, comme encore une fois, on ne pouvait pas dire que notre expérimentation, c'était totalement scientifique, on a fait en fait un système de témoignage. C'est-à-dire qu'en gros, la chaire Agro6 a un PowerPoint avec du coup des producteurs qui présentent un effet, une technique ou une atténuation, expliquent comment ça se passe dans leur appellation, on le contextualise en montrant dans quelle zone cette personne-là a parlé,
quels ont été, je sais pas, par exemple, pour une technique d'adaptation, quels sont les avantages qu'elle donne, quels sont les inconvénients, quels sont qu'est-ce qu'on doit mettre en place autour. Donc on a ce petit PowerPoint qui normalement devrait être accessible sur la chaîne d'Agro6 et de Vigne et Vin. Voilà. Je profite juste de cette question pour faire un peu de pub pour une plateforme qu'on a développée à l'UMR Innovation qui s'appelle Vineas et qui se veut, on va dire, une plateforme collaborative, centre de ressources, plateforme collaborative autour de vignes, vins, changement climatique, autour de la Méditerranée, voire un peu plus loin aussi. Et donc là-dedans, notamment, il y a un tableau un peu qui propose une grande typologie sur ces leviers d'adaptation, un peu moins sur l'atténuation, mais il y a aussi l'atténuation, avec un peu des fiches génériques. Donc là où on invite toute la communauté scientifique, il y en a déjà dans la salle qui contribuent, avec une validité scientifique de ces fiches génériques. Mais l'idée de la plateforme, c'est vraiment après de recenser l'ensemble des acteurs, des événements, des documents, donc publications, rapports, mais aussi des choses beaucoup plus terrain. Par exemple, tout ce que vous avez pu produire y trouverait sa place. Et des solutions beaucoup plus spécifiques, par exemple un agriculteur qui peut vraiment venir détailler une solution très technique avec des résultats d'expérimentation. Moi, je me suis noté quelques noms, là, notamment le type en Calabre, là, qui a l'air de faire un... Voilà, ce serait vraiment génial qu'il soit sur la plateforme. En tout cas, je vous invite tous à aller jeter un coup d'œil. Voilà, dispo pour en discuter. Patrice Tis, oui, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, Quentin. J'ai vraiment beaucoup apprécié votre travail. Bon, en plus, je suis généticien, donc j'ai particulièrement apprécié cette partie sur la diversité génétique. Mais ce n'était pas ça ma question. En introduction, vous aviez dit effectivement que vous aviez un peu été aidé, mais je me posais la question. Enfin voilà, là, vous nous avez présenté 60... vous avez été voir 60 viticulteurs sur les, je sais pas, les 100 000 qu'on a en Europe. Pourquoi vous avez... Enfin, en fait, ma question, c'était comment et pourquoi vous aviez choisi cela, en fait. Mais je crois que j'avais déjà commencé à répondre un peu à ça. On avait fait déjà du repérage sur Internet, on avait cherché déjà de base des producteurs en se focalisant bien évidemment vers le bio et le biodynamie, vu que c'était ceux qui en tout cas nous inspiraient le plus. Mais on a envoyé beaucoup de mails, on a eu très peu de réponses, mais après on leur a envoyé 6 mois en avance, donc ils étaient... Bon, je pense que sur le coup il n'y avait pas trop d'urgence. Mais en fait, la majorité, on les a trouvés en étant directement sur place, en recherchant, en appelant, en disant bonjour, on aime beaucoup ce que vous faites, est-ce qu'on peut venir pour vous interviewer? Oui, non. Et derrière, en fait, quand on avait par exemple un producteur qui était intéressant, qui avait développé des techniques, on lui disait, excusez-moi, est-ce que vous n'aurez pas un ami qui ferait des choses dans la région? Vous avez des personnes qui vous inspirent en tout cas, et donc du coup, en fait... Ça vous a permis d'aller ça fonctionne par réseau, par maillage, typiquement comme la plateforme Vineas justement, où c'est telle personne qui connaît telle autre personne. Oui, mais finalement, effectivement, les gens qui vous ont répondu, ce sont aussi des gens qui sont extrêmement impliqués dans cette action-là et qui, enfin, on le voit bien, ils y croient et enfin voilà, c'est peut-être un tout petit biais. Mais ceci dit, c'est super intéressant. Merci. On a vu quelques conventionnels aussi pour avoir aussi leur point de vue, parce que c'est somme toute aussi intéressant de voir pourquoi certains ne veulent pas forcément ou n'ont pas encore les mêmes moyens. Je rebondis sur ce sujet-là. Il y a, comme on disait, les grosses structures ont la trésorerie, ont les équipes de R&D qui leur permettent justement de rechercher des techniques d'adaptation, accéder à l'information et derrière l'expérimenter et in fine du coup l'adopter et le pérenniser, l'améliorer in fine. Mais il y a aussi beaucoup d'exploitations qui n'ont déjà pas l'accès à cette information, d'où l'intérêt en tout cas de notre documentaire et de justement la plateforme Vineas, de la structure d'Advini qui peut conseiller. Et le dernier point, c'est aussi certaines exploitations n'ont pas la trésorerie. C'est aussi ça le truc.
La vigne, mine de rien, enfin faire du vin, on va dire, c'est relativement simple d'un point de vue économique, hein, entre grosses guillemets, ne me tuez pas s'il vous plaît, viticulteurs, parce que il y a des plus-values qui sont supérieures à ce qu'on peut trouver dans d'autres productions agricoles. Donc, d'une certaine manière, il y a un meilleur financement. Et du coup, l'exemple que j'ai par exemple, c'était Señorio de Barahonda en Murcie, qui était du coup une énorme coopérative qui comptabilisait 1000 hectares et qui, en plus dans des terroirs très secs, et qui justement essayait de passer le cap, de passer en bio, de mener des expérimentations sur l'agriculture régénérative, pareil, les couverts végétaux, etc. Et on avait cet œnologue qui nous avait beaucoup marqué parce que, pareil, on voulait lancer un interview en parlant, oui, alors c'est compliqué, la thématique de l'eau, vous n'avez pas trop d'eau. Et en fait, il disait, oui, ben, en fait, le plus compliqué pour moi actuellement, et ce qui m'intéresse le plus, c'est si je veux que mes viticulteurs adoptent des techniques qui soient écologiques, soucieuses de l'environnement, résilientes face au changement climatique, mon principal cheval de bataille, ça va être surtout qu'ils puissent vivre, qu'ils aient l'argent pour pouvoir faire ces améliorations-là et qu'ils puissent vivre vraiment dignement de leur production. Et c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur parce qu'il avait sa famille qui vivait depuis justement vraiment des décennies en Murcie. Et il racontait comment beaucoup de viticulteurs qui historiquement faisaient de la vigne mais aussi d'autres cultures, hein, il n'y a pas que des viticulteurs, il y a aussi des polyculteurs, certains qui est associés avec de l'élevage. Et il disait, le problème, c'est comme les négociants, les coopératives n'achetaient pas le raisin à un prix qui était suffisant, beaucoup de viticulteurs décident d'abandonner tout simplement et tout bonnement la vigne. Donc en fait, lui, son cheval de bataille, c'était ça, c'était si je veux déjà garder mes viticulteurs, qui continuent à produire et produire pour moi, il faut que je les paye bien. Mais en plus, si j'exige d'eux de me fournir de la production bio, de réduire les IFT, les traitements, la fréquence des traitements. Derrière, il faut que je puisse leur donner la trésorerie pour le réaliser et je dois pouvoir les accompagner financièrement et d'un point de vue information. Donc, je trouvais que c'était très intéressant et ça rebondit avec la situation qu'on a actuellement aussi par ailleurs vis-à-vis des agriculteurs où il faut qu'on puisse, c'est les 3 piliers du développement durable, hein, concrètement, il y a ce dernier pilier qui est, il faut que ça soit social, il faut qu'on puisse faire vivre des gens. Ils ne peuvent pas se soucier de la fin du monde s'ils n'ont pas la fin du mois. Je voulais rebondir par rapport à ça parce que c'est des questions qui sont très pertinentes hein, vis-à-vis du climat actuel. Je crois qu'il y a une question aussi là, je réagis juste par rapport à ça. Nous, on est structure de négoce. Du coup, c'est un peu différent des systèmes coopérateurs où c'est des apportants. Enfin, nous, c'est des apportants, c'est des entreprises externes à notre structure à qui on achète du vin. Les coopérateurs, ils font partie d'un groupement et du coup, il y a souvent des systèmes collectifs qui se développent, d'accompagnement, de gratification quand ils mettent en place des démarches environnementales. Sur ce système de négoce, pour nous, c'est un vrai enjeu, c'est sur lequel on essaie de travailler parce que, en fait, on achète du vin à des viticulteurs et en fait, nous, pour pouvoir justement les aider à valoriser davantage ces pratiques environnementales, il nous faut des cadres. Il y avait des cadres du bio, il y avait des cadres du AGE avec des certifications. Là, on a reparlé tout à l'heure de label bas carbone, ce sera peut-être un cadre pour nous aider à valoriser davantage des pratiques de durabilité et qui permettront de stocker du carbone. Mais l'étape qui manque encore après, et on en a parlé un peu au tout début, c'est le prix que le consommateur est prêt à payer pour ces produits-là, pour ces pratiques. Et il y a toute cette notion de réussir à rendre transparent les pratiques que mettent en place les viticulteurs aux consommateurs pour qu'ils aient envie de payer davantage. Il y a une sensibilisation aux enjeux du changement climatique, c'est pour ça que je crois que ce film joue parfaitement son rôle, hein, pour essayer de sensibiliser, pour leur faire comprendre qu'il y a vraiment des enjeux et qu'il faut aider les vignerons à favoriser des pratiques durables comme celle-ci. Mais aujourd'hui, il nous manque cette case de le consommateur, quand tu lui demandes ce que c'est un produit bio, pour lui, il va nous répondre c'est un produit sans pesticides. Non, c'est sans pesticides de synthèse. Il y a cette transparence qui manque dans la filière. Et il y a aussi toute une éducation haute valeur environnementale, personne ne comprend, ou alors c'est pas forcément mal compris. Et quand on commence à parler d'agriculture régénérative, de biodynamie, là on complique tout, il n'y a plus personne qui comprend. Et ça c'est un problème parce que du coup on ne va pas réussir à le valoriser. Et je pense que je laisserai Aurélie en parler parce que c'est justement une question qu'on s'est posée au sein de la des chairs et on va essayer d'organiser une journée en ce sens. Alors, il y a une question là-bas. Alors, il y en a aussi là-bas. Je veux juste dire, il nous reste 10 minutes. Donc, le débat est bien lancé. J'aurais besoin de garder 2-3 minutes à la fin pour conclure. Alors, donc, je vous en prie. Et l'autre question, c'était...
D'accord. Juste pour aller Merci. très vite, Damien Fumier, responsable R&D chez Sonagri. Je revenais un petit peu sur les leviers que vous avez vus au travers de vos enquêtes. Déjà, merci beaucoup pour ce film, très très intéressant. Est-ce que vous avez vu des leviers par rapport à l'ombrage, justement Moi, je peux réagir en attendant parce que du coup, Damien, on se connaît, que nos chefs de vigne, toujours dans le Roussillon, on a vraiment beaucoup de problématiques et c'est un peu notre terroir précurseur, pilote sur lesquels on travaille sur des enjeux. Là, on parlait un peu des leviers, enfin des différents leviers qu'on pouvait actionner et des changements d'échelle. Du coup, on a eu cette réflexion sur le matériel végétal, cette réflexion sur l'échelle du paysage. Il y a aussi cette reconception des modèles agricoles. Là, on a parlé de diversification de la vigne. Déjà, plus la penser juste comme un écosystème de monoculture de vigne. Ça, on travaille un peu avec la chaire Agro6 sur justement diversifier tout ça, faire de l'agroforesterie. On a plusieurs projets en cours. Donc, on commence à avoir des apprentissages, mais ça va être long parce qu'un arbre, ça prend du temps à pousser. Et après, on a effectivement un projet qu'on mène avec Sonagri d'ombrière photovoltaïque au-dessus de nos vignes, avec un modèle en plus qu'on essaie de réfléchir avec les étudiants d'agroforesterie. Et là, voilà, l'idée, c'est jouer sur l'ombrage. En plus, là, c'est ce qu'ils proposent. Je ne fais pas de la pub, mais en tout cas, c'est intéressant. Mais c'est cette modélisation des besoins hydriques des vignes et venir ombrer la vigne en fonction des besoins qu'ils ont. Nous, on espère, on verra bien, mais on pas encore planté, que ça sera aussi un levier qui permettra de venir réduire le besoin en eau des vignes. Mais après, voilà, c'est un modèle qui, pour moi, a un changement d'échelle qui est un peu plus compliqué parce que ça demande, c'est un appel paysager, c'est une solution ponctuelle qui peuvent être mises en place partout, mais qu'on ne va pas pouvoir forcément déployer, parce qu'il y a pas impact paysager, impact biodiversité, il faut prendre ça en compte. Et puis aussi, voilà, je pense que c'est d'autres solutions, mais peut-être moins déployables. Et je ne sais pas si vous en avez vu, vous, du coup. Pour répondre très rapidement, on avait posé la question au producteur parce que justement on avait déjà fait un appel ensemble, donc on a posé la question aux producteurs en Espagne en particulier et Portugal. On ne l'a pas vu très clairement, mais il y en a plusieurs qui trouvaient ça intéressant, mais il fallait que ça soit du coup en zone plane. Tous ceux qu'on a vus en coteau, c'était pas du tout accessible et ça demandait beaucoup pas d'investissement, mais en tout cas de réflexion sur le long terme. Donc il y en a plusieurs qui, waouh, ok. Ils étaient surpris en tout cas, c'était quelque chose de nouveau pour eux, c'est ça qu'on a pu voir en tout cas. Très rapidement. Pour rebondir, c'est aussi que ce n'est pas compatible avec les systèmes d'appellation qu'on a aujourd'hui, typiquement les AOP, pour l'instant on ne peut pas encore le faire. D'où les questions des instances, du rôle des instances dans tout ça. Tout à fait. Donc, votre question s'il vous plaît. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Moi je me demandais, pour revenir un peu sur la question de l'irrigation, de la ressource en eau, si au-delà de l'adaptation des vignes, des variétés, les couverts végétaux, etc., vous aviez vu lors de votre voyage des adaptations et notamment des aménagements d'hydraulique douce sur les parcelles, ou par exemple en lien avec l'hydrologie régénérative et comment on ralentit, on stocke l'eau et on favorise son infiltration sur la parcelle. Voilà. Après, c'est possible que non, mais c'est... Oh, si, quand même. On en a eu plusieurs. On a vu justement tout l'aspect un petit peu extérieur, mais qui influence beaucoup tout l'aspect biodiversité, protection des insectes, en tout cas des auxiliaires pour pouvoir avoir de la porosité, une bonne texture de sol. Mais d'une manière plus directe, je pense que la plus impressionnante, dira-t-on, c'est par exemple dans le Douro, qui est du coup une vallée avec la rivière du Douro qui passe au milieu. Et en fait, il y a eu une adaptation assez phénoménale, c'est-à-dire que les Portugais là-bas ont construit des terrasses, mais des terrasses qui sont gigantesques, c'est à la perte de vue. Et en particulier, je parle du Portugal parce que on a vu beaucoup les keylines là-bas. Je ne sais pas si qui sont du coup des aménagements directement de la topographie pour, comme je crois que tu l'as évoqué justement rapidement, sur le fait que l'eau ne ruisselle pas directement, qu'elle prenne du coup du temps sur la surface du sol pour pouvoir s'infiltrer. Donc c'est quelque chose qu'on a justement vu et qui nous avait marqué déjà dans cet aspect d'utilisation du paysage, de refonte du paysage, et qui au final avait des très bons succès, en tout cas au Portugal, vu que au Portugal il y a des grosses problématiques sur les vagues de chaleur, sur la sécheresse, et ça demande quand même une
grosse réflexion en amont pour pouvoir voir ça, donc l'appel à beaucoup de professionnels, vous pourrez peut-être en parler certainement. Mais la plupart de ceux qui l'avaient réalisé justement étaient très satisfaits et voyaient une meilleure résistance, en tout cas au stress hydrique de leur vigne, ça c'était sûr. Toujours à l'échelle de l'exploitation. Toujours. Enfin, oui, la plupart à l'échelle de l'exploitation. Oui. Et c'est le problème, justement. Ouais, effectivement. Alors, on est vraiment au bout de la soirée. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'exemples soit individuels, de structures d'exploitation. On parle aussi, moi ce qui me surprend, c'est qu'on parle aussi beaucoup, on est encore au stade démonstrateur ou expérimentation. Alors que ça fait un moment qu'on sait que ça change, et c'est vrai que la dynamique de la vigne, elle met du temps à se mettre en place, à réagir. Peut-être pour terminer sur ce point-là, est-ce qu'il va falloir encore aller plus vite? Parce que le climat, vous le disiez, il nous rattrape, il va plus vite que nous. Est-ce que c'est justement une question d'échelle? Est-ce qu'il va falloir sortir des structures, des exploitations, et vraiment trouver des moyens, des synergies à des échelles supérieures, à l'échelle du bassin versant, où on a commencé à parler des structures? 2 minutes pour trouver la solution. Et ensuite, on clôture. Merci. C'est peut-être un peu court, mais je pense que ce qui sort de tout ce qu'on a dit, c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul. Hein. Effectivement, qu'on raisonne juste à l'échelle de l'exploitation, ça ne suffit pas. Il faut des synergies, il faut du collectif. Nous, chez Advigny, on a la chance d'avoir pas mal de vignobles un peu partout, donc on essaie de tirer des apprentissages de ce qu'ils font à Bordeaux ou en Bourgogne, pour le Sud, et inversement, on essaie de s'échanger les bonnes pratiques. À l'échelle locale, il y a les collectifs comme les CIVAM qui vont pouvoir venir être engagés, se regrouper avec plusieurs agriculteurs. C'est pour ça que nous, le projet d'hydrologie régénérative, on va pouvoir le réfléchir sur tout Collioure et pas juste chez nous. Et ensuite, il y a d'autres dispositifs. Là, je pense aux chères parce que du coup, c'est elles qui ont organisé cette soirée. Mais du coup, nous, chez Advigny, on fait partie des chères Agrosys et chères Vignévin. C'est vraiment des consortiums d'entreprises et de recherche qui sont tous alignés dans un cadre de transparence pour essayer de co-construire des filières d'avenir, de faire impliquer la nouvelle génération avec les étudiants, essayer de réfléchir un peu à nos problématiques. Et on en a plein. Et on se rend compte que du coup, on arrive à échanger déjà entre nous. Donc, c'est des cadres comme ça qu'il faudrait, je pense, développer davantage. Et ce lien avec la recherche, parce que la recherche va prendre vraiment une place, je pense, hyper importante dans toutes ces stratégies, justement, pour réussir à essayer de rattraper le retard autant qu'on peut. Il faut vraiment qu'il y ait cet alignement entre les besoins du terrain et les besoins de la recherche. Et c'est pour ça que je pense que ces dispositifs sont essentiels. Merci Louise. Je vais donner la parole à Quentin pour terminer. Là, c'est 30 secondes. 30 secondes pour peut-être revenir séquence émotion. Parce que ce film était quand même très, très fort, je trouve, et très intense. Ouais. Et peut-être la conclusion de cette aventure. Hein. Justement, pour sortir un petit peu de tout cet aspect... tout cet aspect technique, parce que le changement climatique, c'est beaucoup de chercher des solutions, de chercher de s'adapter, essayer de s'entendre entre tous les acteurs pour y réfléchir. Mais il y a aussi tout un aspect, et c'est ça qu'on voulait justement développer dans le film. Je fais la petite histoire très rapidement. On avait de base, on a fait 12-13 versions, quelque chose comme ça. On avait des choses mastoc de 1h20 avec 30 personnes qui parlaient de chacune individuellement de leur technique d'adaptation, leur atténuation, et c'était totalement indigeste. Et on a justement modifié toute la trame pour se focaliser aussi, parce que ce qui était important pour nous, c'était de montrer aussi cet aspect émotionnel, cet aspect, déjà d'une part, comme on l'a vu, des personnes qui ont peur de comment va évoluer leur activité, comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire, qui vont potentiellement perdre de la ressource financière. Donc il y avait cet aspect anxiété, peur que vous aviez dit justement au début. Derrière cet aspect amour de la terre, parce que c'est des personnes qui, mine de rien, sont passionnées par ce qu'ils font et ils sont vraiment impliqués. Il n'y a aucun plaisir pour un agriculteur de détruire la terre. Tout le monde a envie de travailler bien sa terre et être en harmonie avec la nature. Donc c'était ça qu'on voulait voir, c'était cet aspect vraiment montrer que derrière il y a un véritable amour, et donc c'est quelque chose justement qu'il faut chercher à défendre. Il faut des fois un petit peu sortir de cet aspect très expérimental, très technique, froid. Il faut le garder bien évidemment, mais derrière il faut avoir une motivation, en tout cas une émotion qui est liée à ça, à vouloir préserver cet équilibre sur la terre. Et c'est pour ça que justement la musique de conclusion qu'on a mis, c'est des musiques qu'on écoutait beaucoup quand on était au Portugal, une histoire d'amour qui parle de chercher l'équilibre.
Et en fait, quand on a commencé à comprendre un peu le portugais, on a fait « Ah, mais c'est génial, mais c'est totalement ce qu'on pense depuis le début !» Et c'est pour ça que justement, on l'a placé à la fin. Chercher l'équilibre pour qu'il n'y ait aucun facteur qui prenne le pas sur l'autre et qu'ils apprennent en tout cas à vivre tous ensemble et qu'ils soient protégés en tout cas par ça, par cet amour de la Terre. Tout bonnement. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous tous d'être venus. Merci aux experts. Donnez-moi juste une minute, juste pour vous présenter ce qui arrive par la suite, parce que l'aventure se poursuit. Il y a d'autres événements qui vont arriver prochainement, en particulier début mars. Il y a donc la prochaine journée scientifique de la vigne et du vin, qui aussi sont des événements qui existent depuis une quinzaine d'années. Et voilà le sujet qui sera présenté le 7 mars. Je vous invite à aller sur le site pour vous inscrire et y participer. Et en ce qui nous concerne, avec la chaire Agro6, on est en train de préparer un prochain colloque qu'on espère devrait se dérouler vers fin avril sur les techniques génératives, aussi régénératives dans l'agriculture. Voilà. On n'a pas encore l'information visible sur Internet, mais c'est pour bientôt. Voilà. Merci infiniment, bravo encore et à une prochaine fois.